Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Près de 90% des importations mondiales se font par la mer. Au moment où nous parlons, ce sont plus de 100 000 navires qui arpentent les océans avec à leur bord des milliers de tonnes de marchandises. Une flotte de porte-conteneurs, navires pétroliers ou gaziers, rouliers, cargos, paquebots de croisière, l'ensemble fonctionnant aux énergies fossiles. L'enjeu de décarbonation est immense. D'ici 2050, il faudrait viser la neutralité des émissions. Alors, quelles sont les solutions ? On en parle pendant 1 heure au Labo des Savoirs. Et avec nous en plateau, nous recevons pour cette émission Arnaud Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant au laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique, le LHEEA de l'École centrale de Nantes. Oui. Votre thèse porte sur la décarbonation du transport maritime et les scénarios de transition à l'échelle de la flotte mondiale à l'horizon 2050. Donc des solutions, peut-être que vous en avez des pistes à nous en donner. Oui, quelques-unes. On va en discuter ensemble. Et nous entendrons également les chroniques de 2 bénévoles du Labo des Savoirs, Valentin, qui a exploré le côté un peu économique de ces solutions de décarbonation, et Étienne, qui s'est éloigné du transport maritime pour interroger nos transports en général, à nous. Ça en est où, la décarbonation des villes ? Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler de l'état de la flotte maritime. Moi, quand je parle de flotte maritime, j'imagine juste des énormes porte-conteneurs. J'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça. Arnaud Garnier, c'est quoi la flotte française? Ça représente quoi? C'est quoi les différents bateaux qui circulent actuellement avec notre drapeau? Alors, c'est compliqué de parler de flotte française parce qu'en fait, on est dans un secteur qui est très international. Et en fait, il y a une différenciation qui se fait entre l'armateur, donc la personne qui détient le navire, et la nationalité du navire. C'est-à-dire qu'on va avoir des pavillons différents. Et donc, il n'y a pas vraiment de lien entre flotte française, flotte autre. C'est-à-dire que tous les navires, par exemple, prenons CMA-CGM, qui est une compagnie française, tous les navires ne sont pas de nationalité française. Il y a des sujets juridiques autres. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on regarde la flotte internationale, effectivement, on a toujours l'image du gros porte-conteneur ou du gros paquebot de croisière. C'est pas le cas. Il n'y a pas que ça. Il y a cela, mais il n'y a pas que ça. Donc, comme ça a été dans l'introduction, effectivement, il y a à peu près 100 000 navires. Et donc, dans les 100 000 navires, on transporte beaucoup de choses. On transporte des humains, les ferries, les navires de croisière, et on transporte des marchandises. Et les marchandises, elles sont de plusieurs types différents. On a des marchandises manufacturées, on va dire, de la nourriture que peut transporter en conteneur. On va avoir du pétrole qu'on va transporter dans des tankers, ce qu'on appelle tankers, donc des navires citernes finalement. On va avoir des produits en vrac, des céréales, du blé, du riz, du charbon, qu'on va transporter dans ce qu'on va appeler des vraquiers. Donc c'est des grands navires où en fait on met tous les éléments en vrac dans la cale du navire. On va avoir du gaz qu'on va transporter dans ce qu'on appelle des méthaniers, donc pareil, une sorte de navire citerne. On transporte vraiment beaucoup de choses. Et tout ça, il faut le prendre en compte. On ne va pas se regarder que les porte-conteneurs, il faut vraiment prendre en compte toute cette hétérogénéité dans la flotte. Vous, votre thèse, elle porte sur tous ces différents bateaux-là. Vous devez prendre en compte toutes ces différentes formes et ces différentes fonctions de navires. Oui, alors moi, je me suis concentré sur ce qu'on va appeler le transport de marchandises. Donc, j'ai enlevé tout le transport d'humains parce qu'en fait, le transport de marchandises, c'est 80% des émissions de la flotte totale. Donc, je me concentre là-dessus. Et après, ce que je regarde et ce que je prends en compte, c'est cette justement hétérogénéité. Donc, autant dans les types de navires, les porte-conteneurs, les vraquiers, les pétroliers, etc., mais également dans les tailles. On a en tête les plus gros porte-conteneurs du monde, mais il y a aussi des beaucoup plus petits. Et selon le trajet qu'ils vont faire, selon l'utilité qu'ils ont, ils n'ont pas la même taille. Et donc, je prends tout ça effectivement en compte dans mon travail. Vous avez dit qu'il y a différents types. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de grande base de données que vous avez analysée de 30 000 navires pour en sortir un nombre de types précis. Ça en donne combien types un peu modèles de bateaux précis? Alors moi, effectivement, du coup, sur les 5 gros types majeurs, donc porte-conteneurs, vraquiers, pétroliers, méthaniers et chimiquiers. Donc, c'est des navires citernes qui transportent tout autre type de liquide, notamment des produits chimiques. Donc là, on a à peu près 35-40 000 navires. Donc, c'est la base de données que j'ai étudiée. Et de là, du coup, j'ai fait des navires types pour essayer de segmenter un peu la flotte par taille. Et j'arrive à une petite flotte en quelque sorte de 41 segments. C'est-à-dire que pour chacun de ces segments, j'ai un navire de référence
qui me dit voilà, un petit porte-conteneur ressemble grosso modo à ça. Et donc j'ai 41 navires types qui me permettent de représenter la grande flotte de 40 000. Donc ces 41 navires, le but est d'essayer de déterminer un peu la taille qu'ils ont, mais aussi la distance qu'ils parcourent, j'imagine, puisque c'est pas la même chose, les enjeux sont pas les mêmes. Il y en a qui font des petites distances et d'autres qui traversent les océans. C'est ça. En fait, le sujet de la taille du navire, en fait, il est beaucoup lié à l'utilisation qu'on en a. C'est-à-dire qu'on va avoir des très gros navires qui vont principalement être utilisés pour faire des très grandes distances entre continents, de l'Asie à l'Europe, de l'Asie à l'Amérique. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des petits navires, qu'on appelle souvent des feeders, en fait, qui vont faire les liaisons entre les grands ports régionaux et les petits ports. Si on prend un exemple, on va avoir des porte-conteneurs qui vont faire la liaison entre l'Asie et l'Europe, donc de Shanghai par exemple à Anvers ou Rotterdam, qui sont les principaux ports européens. Et derrière, des petits porte-conteneurs ou autres navires, ce qu'on appelle les feeders, vont faire la liaison entre peut-être Rotterdam, Saint-Nazaire et d'autres ports français et européens, bien évidemment, puisque il y a beaucoup de contraintes à regarder. Il faut que le port soit capable d'accueillir le grand navire. Un navire qui fait 400 mètres de long, tous les ports ne sont pas capables de le faire. Et pour des raisons économiques, les grands navires ne peuvent pas s'arrêter dans tous les ports principaux. Et donc le transport maritime est un peu fait de cette façon-là. Le grand sujet de cette émission, c'est la décarbonation de ces transports. Et là, on vient de le voir, il y a 41 petits modèles de bateaux différents, avec des distances différentes, avec des rôles différents, qui peuvent transporter tantôt des céréales, tantôt du gaz, tantôt du pétrole, tantôt des humains. J'imagine que ça fait une hétérogénéité complètement dingue à prendre en compte pour décarboner tout ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'une des grosses difficultés qu'on a dans ce secteur et qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on n'est pas comme le secteur automobile. Par exemple, le secteur automobile, vous décarbonez une petite voiture ou une berline, vous êtes après sur les mêmes ordres de grandeur. Sur des navires, pas du tout. Les petits navires, on est de l'ordre de 1000 à 10 000 tonnes transportées. Les très gros navires, on est 300, 400 000 tonnes transportées. En termes de distance, pareil, on va faire 1000 km pour un petit navire dans la Manche ou 20 000 km quand on va aller de l'Europe à l'Asie. Donc vraiment, on est sur des ordres de grandeur complètement différents au sein d'un même secteur. Donc quand on parle de flotte de navires, il faut vraiment considérer qu'on a en fait plein de petites flottes de navires à décarboner et les solutions ne seront pas forcément les mêmes, effectivement, puisque les contraintes ne sont pas les mêmes. Les solutions, on va en parler en deuxième partie de cette émission, mais avant, je tiens à rappeler quelques chiffres que j'ai trouvés, et notamment dans une conférence dont je vais diffuser un extrait où vous étiez. 3% des émissions mondiales sont dues à ces transports maritimes, et ces transports maritimes transportent 90% des marchandises. Alors on peut se dire, ça va, 90% des marchandises passent par l'océan, ce n'est que 3% des émissions. Mais en réalité, le transport maritime, si c'était un pays, ce serait le 6e pays le plus émetteur au monde. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Alors les porte-conteneurs sont en tête, bien sûr, mais on l'a vu, il y a plein d'autres sortes de bateaux. Néanmoins, il est intéressant aussi de se pencher sur une autre échelle, l'efficacité énergétique. Et pour mieux comprendre, on écoute un exemple qui est donné par Pierre Marty, qui fait également partie du laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et environnement atmosphérique de l'École centrale de Nantes. On l'écoute. Je prends l'exemple ici d'un des plus gros navires du monde, le Jacques Saadé de la compagnie CMA-CGM. Il peut transporter 23 000 conteneurs et il est propulsé au GNL. Et alors ça, c'est l'équivalent en termes de capacité. Si on prend le plus gros avion au monde, et ben ça remplace 885 de ces avions, des Antonov. Et si on voulait mettre tous les conteneurs bout à bout sur un train, ça fait un train qui fait 140 km de long. Voilà. Donc il n'a pas encore quitté la gare de Nantes, il est déjà arrivé à Sablé-sur-Sarthe. Ce genre de navire, ça a des moteurs qui font autour de 100 000 chevaux. Ça déplace 23 000 conteneurs. Donc en fait, en termes de puissance mécanique, c'est l'équivalent d'une Twingo qui tire 12 conteneurs ou un petit peu plus. Voilà, j'ai arrondi à 12. Donc tu as une excellente efficacité énergétique. Et en plus, le moteur consomme moins que celui de la Twingo, ce qui fait qu'en termes de CO2, c'est encore meilleur. Et vous voyez que le transport maritime, en bleu ici, champion du monde en termes d'émissions de CO2 par unité de masse transportée et par kilomètre. Voilà. Loin devant l'aérien, vous en doutiez, mais à peu près au même niveau que le rail. C'était donc un extrait d'une conférence donnée par Pierre Marty avec vous, Arnaud Garnier, dans le cadre de la première matinale scientifique du cluster Cargo il y a un an. Alors ce cluster qui est à l'École centrale de Nantes, c'est quoi exactement? Vous pouvez nous en parler? Alors le cluster Cargo, c'est une fédération de recherche, donc en fait qui regroupe plusieurs laboratoires, principalement des Pays de la Loire, qui peuvent travailler de près ou de loin sur la décarbonation du transport maritime. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir un ensemble de recherche interdisciplinaire. Donc on le voit déjà avec les deux porteurs du projet, donc Pierre Marty qui est au Léa, laboratoire en énergétique. On a Rudi Calozel qui est au LEMNA, un laboratoire d'économie. Et ça englobe vraiment beaucoup de laboratoires dans toutes les disciplines
Et l'idée, c'était d'avancer, en fait, de travailler sur tous les sujets de décarbonation du maritime. Ce que je trouve dingue dans cet extrait, c'est l'exemple de une Twingo qui tire 12 conteneurs. Il faut quand même se visualiser la taille d'un conteneur. Effectivement, en termes d'efficacité énergétique, c'est dingue. Ça veut dire, enfin, moi, dans l'idée, je me dis, si on arrive à décarboner ça, on a tout gagné. Alors, pas vraiment. Parce que quand on parle du transport, on a le transport maritime, effectivement, mais un bateau, ça va d'un port vers un port. Sauf qu'on n'habite pas tous auprès des ports. Et donc, pour aller du lieu de fabrication au port, il faut des camions ou des trains. Et pour aller du port d'arrivée au lieu de consommation, il refaut des trains ou des camions. Donc le transport maritime, c'est très efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est utilisé en majorité, parce qu'on fait des très longues distances, au final, de manière efficace, en consommant assez peu de carburant par rapport à la quantité de marchandises qu'on a à transporter. Mais on doit forcément regarder les kilomètres avant et après. Et donc là, le train, comme on l'a vu, c'est beaucoup moins efficace. Pas le train, le camion, pardon, c'est beaucoup moins efficace, mais on n'a pas le choix de l'utiliser. Donc il faut aussi décarboner le transport routier pour avoir un ensemble complètement décarboné. Donc la décarbonation, c'est partout, pas que pour le transport maritime, mais ça reste notre sujet du jour. Cette décarbonation, elle suit un planning très serré puisque l'OMI, l'Organisation maritime internationale, projette en effet des émissions nettes zéro de carbone en 2050. 2050, c'est dans 25 ans. C'est le sujet de votre thèse. Alors vous, votre boulot, du coup, c'est d'essayer de trouver des modèles à suivre pour faire baisser cette courbe des émissions carbone jusqu'à zéro, c'est ça? Alors, mon travail, c'est de comprendre, premièrement, ce qu'est la flotte de navires. Donc, c'est ce que j'ai fait principalement dans la première année. Beaucoup d'analyses de données, comprendre donc, voilà, cette segmentation, qu'est-ce qu'on transporte, comment est-ce qu'on les transporte. Et après, ça va être de regarder un peu quelles technologies semblent les plus pertinentes selon les segments des navires. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on a des petits navires, des moyens navires, des grands navires, des trajets complètement différents. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes solutions éventuellement qui peuvent s'appliquer selon les navires. Parce que le vrai sujet, c'est quelle solution est la plus économiquement viable pour tel navire. C'est celle-là qui a le plus de chances d'être adoptée. Et donc, mon sujet, c'est un peu de regarder tout ça, de prendre en compte donc, vraiment ce côté très hétérogène et d'essayer de voir segment par segment, vraiment une approche très plus précise en tout cas, ce qui peut se passer. Oui, un navire modèle, on essaie de projeter comment Mmh. faire pour que celui-ci il puisse avoir une décarbonation efficace. Et puis ensuite, on prend un autre navire modèle, etc. Et on continue, c'est ça? C'est ça. Alors après, je garde une approche quand même au niveau de la flotte, c'est-à-dire que je considère que j'ai une quantité de marchandises à transporter au niveau de ma flotte. Et après, la question, c'est qu'est-ce que je considère comme navire? J'aurais besoin de petits navires, j'aurais besoin de gros navires, parce que le segment mondial est fait de cette façon-là, le marché mondial est fait de cette façon-là. Et après, mes petits navires ou mes gros navires ne vont pas se décarboner de la même façon. Et donc, j'ai une approche flotte, mais en même temps une approche segmentée. Et donc, c'est un peu ces deux aspects-là qui sont importants. Est-ce qu'il y a aussi un aspect où il faut prédire un petit peu le futur de l'économie, des réserves en gaz ou en pétrole? Est-ce qu'il y a aussi plein de facteurs qui arrivent extérieurs à ça pour prédire un peu réalistiquement ces scénarios? Alors, pour le coup, il y a énormément de facteurs. Effectivement, il y a le sujet du trafic. Est-ce que le trafic augmente ou non? Et s'il augmente, de combien? On va avoir des sujets sur les technologies. Comment est-ce qu'elles vont se développer? On ne sait pas. Quel prix elles auront dans 10 ans, 20 ans? On ne sait pas. Et donc pour ça, je pars de projections qui sont faites par des organismes. Par exemple, l'OMI qui fait des projections de trafic. Je vais avoir des projections sur le développement des technologies qui sont faites par des chercheurs ou des industries dans le milieu. Et après, mon travail, c'est pas de prédire le futur. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est plutôt de voir un peu le champ des possibles. C'est-à-dire que, prenons par un exemple, l'OMI fait des scénarios de trafic. Le premier, on augmente de 30% le trafic. Le deuxième, de 100%. J'ai mes deux champs des possibles, mon minimum et mon extrémum. Peut-être qu'aucun des deux n'est vrai, et peut-être qu'on sera en extérieur. Mais n'empêche que j'ai un panel un champ des possibles qui est défini, et je peux déjà étudier les choses là-dedans. Et c'est un peu l'approche que j'ai à chaque fois. L'idée n'est pas de prédire le futur, mais d'essayer de comprendre sous quelles conditions on pourrait arriver à ces solutions-là, et surtout de comprendre un peu quels sont les gros paramètres clés à prendre en compte et à ne pas rater. Alors nous quittons un peu le thème du transport maritime pour s'attaquer à celui du transport civil, celui de tous les jours qui nous concerne toutes et tous. Étienne, toi tu t'es penché sur ce sujet de la décarbonation des villes et en particulier de la voiture. Tout à fait, Sophie. Et pour vous parler de tout ça, je me suis basé en grande partie sur les travaux d'Aurélien Bigot, chercheur dans le domaine de l'avenir de nos mobilités face aux défis de la transition énergétique. En particulier sur son livre édité en 2023 chez Tana dans une jolie couleur rose, Voiture.
Avec le bouleversement climatique en cours, nous devons très largement réduire notre empreinte carbone. Or, les transports, avec en tête la voiture, représentent environ 30% de l'empreinte carbone française. C'est le secteur numéro 1 dans les émissions de gaz à effet de serre. Champion! De plus, d'après un article du European Earth Journal, la pollution de l'air causée par les voitures, les camions et l'industrie tuerait environ 9 millions de personnes par an dans le monde. Ce serait environ 40 000 morts par an en France avec la pollution de l'air. Les dégâts sont déjà là, et pas seulement par le changement climatique. Mais la voiture, c'est quand même bien pratique. Elle est rapide, permet un déplacement porte-à-porte, de transporter pas mal de choses et de s'abriter des intempéries. Donc let's go pour la voiture électrique. Ou pas. On sait pas trop. Hein. On entend un peu tout et son contraire là-dessus. Alors, à la construction, on a une plus grande empreinte carbone de la voiture électrique. C'est vrai. Mais sur l'ensemble de sa vie, avec les faibles émissions de celle-ci, à l'utilisation, l'empreinte totale est plus faible. Dans le monde, on estime une empreinte moyenne après 200 000 km parcourus de 27 tonnes de CO2 pour la voiture thermique, contre seulement 12 tonnes de CO2 pour la voiture électrique. C'est plus de 2 fois moins. La victoire de la voiture électrique en empreinte carbone est valable dans la plupart des pays du monde, mais c'est particulièrement vrai en France où notre électricité est en grande partie produite à bas coût carbone, notamment grâce aux centrales nucléaires. Et oui, ça pollue très peu, une centrale nucléaire, très peu de gaz à effet de serre. Le nuage que vous voyez au-dessus, c'est de la vapeur d'eau. Alors, la voiture va passer à l'électrique avec l'interdiction européenne de la vente de véhicules neufs thermiques en 2035. Mais la voiture électrique n'est pas la solution. Elle a tout de même une empreinte carbone non négligeable et un grand besoin de ressources. Et puis, ça reste une voiture, ce qui maintient les impacts négatifs créés par ce mode de transport individuel. Inondations et destruction d'espaces de biodiversité par les routes et les parkings, sédentarité, accidents, etc. Se pose aussi le problème de recyclage des batteries. Même si nous savons déjà en partie le faire, on sait recycler entre 50 et 90% pour les batteries les plus utilisées. Passer tout le parc automobile français à l'électrique va demander davantage de production d'électricité qu'il faudra anticiper. En outre, même si des voitures électriques européennes existent, il faut faire attention à une éventuelle dépendance, notamment à la Chine, en particulier pour les batteries, mais aussi avec leurs véhicules à plus bas coût. Alors que faire ? Il faut varier les transports. Prendre le train plutôt que la voiture ou l'avion sur les trajets longs. Sachant que l'avion, c'est en France le second transport pour les particuliers qui émet le plus de gaz à effet de serre, malgré une utilisation très majoritairement par les classes aisées. 1% de la population mondiale fait 50% des émissions aériennes. L'avion, c'est des émissions de CO2 similaires par personne par kilomètre parcouru à prendre sa voiture tout seul, ce qui sur les trajets effectués est immense. Sur les trajets intermédiaires, pensez au covoiturage, à l'autopartage, à la voiture électrique ou même à des véhicules de taille intermédiaire entre la voiture et le vélo, permettant une meilleure optimisation que de voyager seul dans son SUV de presque 2 tonnes. Sur les petits trajets, sachant que plus de la moitié de nos trajets font moins de 5 km, les transports en commun, le vélo, même électrique, et ou abrité, avec ou sans remorque, la trottinette ou même la marche, trop souvent sous-estimés. Vous l'aurez compris, le futur de nos mobilités, c'est la multimodalité. Alors lançons-nous. Ne voyons pas cela comme une contrainte. Prenez un temps pour réfléchir à votre échelle à quelque chose que vous pouvez faire. Pensez également à ce vers quoi vous voulez participer à orienter les politiques publiques. Allez, on réfléchit. Imaginez-vous de beaux espaces qui laissent la place aux magnifiques écosystèmes naturels, où la ville a plus de parcs et moins de voitures qui passent. Vous bougez davantage pour votre bonne santé. Tout cela en diminuant l'hégémonie de la voiture sur nos territoires remplis de parkings et de routes. Et on évitera également de passer sa vie dans les bouchons. Car comme le dit Aurélien Bigot, l'avenir de la voiture est électrique, mais la voiture n'est pas l'avenir. Merci Étienne pour cette chronique. On écoute désormais Jack Move de Benedek et on revient juste après.
Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. C'était Jack Move de Benedek et nous sommes de retour en plateau avec Arnaud Garnier, doctorant au laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et environnement atmosphérique, le LHEEA, de l'École centrale de Nantes. Et notre sujet du jour, c'est comment diable décarboner une flotte maritime aussi divers, variée et hétérogène. Alors avant de partir sur les 3 axes d'approche pour diminuer l'impact carbone du transport maritime, petite question de temporalité. L'âge moyen de la flotte des transports français, c'est de 7,4 ans en juillet 2024. En comparaison, l'âge de la flotte mondiale des transports, c'est plutôt 16 ans. Est-ce que cette jeunesse de la flotte française, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la décarboner? Ça dépend. En fait, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'on a un objectif fixé par l'OMI qui est 2050. Donc on est aujourd'hui en 2025, 25 ans restants. Un navire, ça dure entre 25, 30, parfois 35 ans. Pour construire un navire, il nous faut entre 2 et 4 ans. Donc grosso modo, on est sur un ordre de grandeur qui est plutôt au-delà de la trentaine d'années. Et donc on se rend compte que si on construit un navire aujourd'hui, en 2050, ce navire-là sera toujours en service. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les navires construits, il y en a une moitié qui sont construits comme dans le passé, en quelque sorte, c'est-à-dire avec des carburants fossiles. Et on a une partie qui commence un peu à entrevoir des solutions décarbonées, donc notamment avec des moteurs, ce qu'on appelle les moteurs dual fuel, donc capables d'utiliser plusieurs carburants. Mais le carburant utilisé à l'heure actuelle reste du carburant fossile. C'est des navires qui peuvent utiliser un nouveau carburant dans l'avenir, mais à l'heure actuelle, c'est du fossile. Donc c'est-à-dire que ces navires-là, va bien falloir, à un moment donné, les remplacer, ou en tout cas faire une grosse maintenance qu'on va appeler un rétrofit, pour changer la source d'énergie, ou en tout cas les améliorer pour qu'ils soient décarbonés. Donc avoir une flotte jeune, c'est bien, mais en même temps, ces navires-là, il faudra penser à les rétrofiter ou à les remplacer entièrement si on veut 100% de réduction d'émissions en 2050. Oui, donc il y a quand même une inertie dans cette construction des navires. On n'en construit pas un pour en changer dans 2 ans. Il faut vraiment penser sur 30 ans, voire peut-être un Oui. peu plus. Donc oui, c'est une réflexion qui est dès maintenant et qui est en cours là. On est Oui. dans le dur du Oui. sujet. Alors, on l'a dit, il y a 3 grands axes, 3 grandes approches pour diminuer l'impact carbone. Dans ces approches, il y a plein de sous-petits leviers avec des niveaux de maturité différents. Il y en a qui sont déjà en cours, d'autres qui nécessitent encore de la recherche. On va les passer en revue avec vous, Arnaud Garnier. Le premier, c'est l'efficacité opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'efficacité opérationnelle, c'est un peu ce qu'on peut relier à la sobriété. C'est-à-dire qu'on a un service, le navire doit transporter tant de marchandises depuis le port A au port B en un temps donné. L'efficacité opérationnelle, c'est de se dire qu'on fait ce service-là, mais en essayant de consommer le moins d'énergie possible. Donc consommer le moins d'énergie, ça peut être ce qu'on fait un peu chez nous à bord. On va essayer de réduire les émissions, enfin les consommations d'énergie plutôt. On va limiter le chauffage, on va éteindre la lumière. Voilà, ça c'est les petits gestes qu'on peut avoir, qu'on va retrouver aussi à bord des navires, puisque des gens y vivent. Le deuxième levier de l'efficacité opérationnelle, qui est lui plus important, ça va être sur un peu la route utilisée par le navire. C'est-à-dire que le navire, il doit aller d'un point A à un point B en un temps donné. Un des sujets qui est important, c'est que un navire, quand il arrive à son port d'arrivée, il a un créneau qui lui est réservé. Il peut décharger tel jour, sur la matinée, la journée, selon le temps de déchargement. Si le navire arrive trop tôt, il va attendre dans ce qu'on appelle une zone de mouillage au large des ports. Et en fait, cette attente dans les zones de mouillage peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc en fait, la réflexion qu'on peut avoir là-dessus, c'est de se dire que si le navire doit attendre, c'est peut-être qu'il allait trop vite. Et donc on pourrait éventuellement réduire la vitesse sur le trajet, puisque réduire la vitesse, ça permet de réduire fortement les consommations d'énergie. Et donc ça, c'est une mesure d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on arrive juste à temps, et donc on optimise la vitesse sur le trajet pour consommer le moins possible. Ça, c'est un premier sujet. Est-ce que c'est comme quand on dit qu'il faut rouler à 30 en ville et que ça diminue la consommation? Est-ce qu'il faut que les navires roulent à 30 sur l'océan? C'est un peu ça. En fait, ce qu'on a, c'est qu'une réduction de vitesse, par exemple de 10% de la vitesse, ça réduit d'environ 27% la consommation d'énergie. Ah oui, Il y a un rapport au cube entre vitesse et consommation, et donc une petite réduction de vitesse a un gros impact sur la consommation d'énergie. ah oui, c'est une vraie mesure qui là peut être mise en place dès maintenant. Oui, en fait, c'est déjà un peu ce qui se passe. Vous voyez, quand les prix des carburants augmentent, les armateurs ont tendance à réduire la vitesse des navires pour consommer moins de carburant. Donc c'est déjà une solution qui Oui. existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier pour la réduction opérationnelle? Alors, on peut parler aussi du routage. Donc, le routage, c'est grosso modo le trajet fait par le navire. C'est un peu une sorte de GPS. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des moyens technologiques, des moyens informatiques qui nous permettent de calculer précisément quelle serait la meilleure route. Ça peut être pour aller le plus vite possible, mais on pourrait recompiler ces modèles-là pour dire l'objectif, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de consommer le moins d'énergie possible.
Et donc, l'ordinateur, à la façon d'un GPS, peut nous dire, bah voilà, peut-être que c'est pas la route toute droite qui est la meilleure. En temps de trajet, oui, mais en consommation, peut-être qu'il faut faire des courbes pour éviter une tempête, une zone sans vent, ou alors pour aller quelque part où il y a plus de courant. Ah oui, parce que le courant peut aussi aider. Oui. Il y a des porte-conteneurs qui prennent des zones avec un courant qui aide, je me rends pas compte. Bah, alors en fait, c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et effectivement, le courant, vaut mieux avoir le courant avec nous que contre nous. Après, sur l'ensemble d'un trajet, le principal sujet, c'est quand même d'arriver à temps. Et donc, en fait, là, ça, c'est vraiment du réglage, je dirais, presque au détail. Est-ce qu'il y a d'autres leviers dans ce premier grand axe opérationnel? On les a peut-être déjà tous faits. C'est les principaux leviers sont là. Le côté éco-conception des navires, enfin essayer de faire des navires qui pénètrent mieux dans l'eau, qui sont... Ça, c'est aussi dedans ou c'est un autre axe? Alors là, c'est plutôt de l'efficacité, ce qu'on appelle énergétique. D'accord. L'efficacité opérationnelle, c'est grosso modo, on a un service, on essaie de le faire en consommant le moins d'énergie possible. L'efficacité énergétique, c'est utiliser des technologies pour nous permettre de consommer moins. Efficacité opérationnelle, je ne change pas mon navire, je l'utilise différemment. Efficacité énergétique, effectivement, un navire consomme de l'énergie pour plusieurs raisons. C'est qu'il doit avancer dans l'eau, il doit avancer dans l'air aussi, parce qu'un navire, il a la particularité d'être dans l'eau et dans l'air en même temps. Et donc, plus on a de frottement contre l'eau et contre l'air, plus on doit consommer d'énergie. Une façon de consommer moins d'énergie, c'est d'adapter le design, la conception du navire, en travaillant peut-être sur des coques plus aérodynamiques au niveau de l'air, pour consommer moins d'énergie. Au niveau de l'eau, on peut travailler aussi sur la forme des coques. On peut travailler sur les hélices. Donc l'hélice, c'est la chose qui tourne à l'arrière du navire qui permet de le propulser dans l'eau. Et en fait, en améliorant la conception et les technologies des équipements à bord, on peut consommer moins d'énergie, mais c'est vraiment une approche technologique pour le coup. Donc là, on est sur le deuxième grand axe de réduction avec le côté énergétique vraiment. Donc là, on peut changer des choses sur le navire. J'imagine que les navires récents, ils ont déjà un petit peu des hélices qui sont peut-être plus efficaces que celles d'il y a 20 ans. C'est déjà quelque chose qui est en place aussi? Oui, c'est quelque chose qui est en place et qui est notamment porté et incité fortement par l'OMI. Depuis environ 10 ans, depuis 2013, il y a un indice qu'on appelle l'EEDI, donc l'indice d'efficacité énergétique en fait du navire, grosso modo. Et c'est un indice qu'on calcule en phase de conception. Donc les navires, les concepteurs sont capables de dire voilà, mon navire aura une efficacité énergétique de temps. L'OMI a, depuis 2013, fixé une valeur à ne pas dépasser. C'est-à-dire que les navires ne peuvent pas être moins efficaces que cette valeur-là. Et cette valeur-là, pour accompagner la décarbonation, diminue au fil des années. Et donc les navires nouvellement construits doivent être de plus en plus efficaces, forcément. Ça, c'est depuis 2013. Depuis 2021, cette mesure-là s'est appliquée aussi aux navires existants. Donc ce qu'on va appeler le XI, c'est la même chose, mais pour les navires existants. Et donc en fait, cette efficacité énergétique-là, elle est portée, elle est poussée par l'OMI. Et donc les navires, aujourd'hui, sont obligés de respecter un minimum d'efficacité énergétique. Donc j'imagine que les navires qui sont un peu à la traîne, ils doivent de toute façon se poser dans un port et échanger leurs hélices, faire attention, faire des travaux. Ils ne peuvent pas rester avec une efficacité énergétique trop basse, enfin trop haute du coup. C'est ça, en fait, les navires doivent respecter un minimum d'efficacité énergétique. Et donc, effectivement, il y a plusieurs solutions. Sur les navires plus récents ou en conception, on peut adapter les technologies parce que en conception, c'est facile parce qu'on a juste à la rajouter sur le plan en quelque sorte. Sur des navires récents, éventuellement, selon le coût de la technologie, ça peut être toujours rentable d'installer une nouvelle technologie, sachant qu'on pourra l'amortir sur toute la durée de vie restante du navire. Sur les navires anciens, la question peut se poser. Et après, un sujet qui est, par exemple, c'est juste la maintenance des navires. Faire des maintenances plus régulières permet d'améliorer l'efficacité énergétique. Il y a un sujet notamment qu'on appelle le fouling, c'est le fait que des animaux, des mollusques, des coquillages, ou même des plantes se collent à la coque du navire quand le navire avance. Ça réduit la capacité du navire à avancer parce qu'en fait, ça fait plus de frottement avec l'eau. Et donc, juste une maintenance où on nettoie la coque, ça permet d'améliorer l'efficacité du navire et donc de consommer moins d'énergie. Donc juste s'arrêter, faire un petit coup de cleaning sur la coque et repartir, déjà ça consomme moins d'énergie. Alors c'est pas si simple que ça nécessite d'enlever le navire de l'eau, etc. Oui, j'imagine. Mais c'est des travaux qui sont moins lourds effectivement que de changer une partie de la coque, changer un bulbe. Voilà. Alors tout ce qui est carburant, j'imagine que c'est le troisième grand axe. Oui. Alors là, le carburant, depuis le début, on en parle dans cette émission, c'est que du carburant de l'énergie fossile. Quelles sont les options qui s'offrent à nous, en tout cas à la flotte de transport maritime, pour avoir un carburant pas fossile? Une vaste question. Alors du coup, pour reprendre un peu sur les trois axes, donc les deux premiers axes, c'est vraiment l'idée de réduire la consommation d'énergie. Et le troisième axe, c'est la consommation d'énergie qu'on ne peut plus réduire. À l'heure actuelle, elle est fossile, il faut trouver d'autres solutions.
Les carburants fossiles, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont peu chers, c'est qu'ils prennent très peu de place. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très, très efficace. Et c'est un point important à comprendre parce que on cherche, en fait, à trouver quelque chose qui est mieux que ce qui est déjà le mieux possible, en quelque sorte. Sauf, bien évidemment, d'un point de vue émission de CO2. En plus, il faut savoir que sur les navires, on utilise des carburants qui sont les carburants quasiment les moins raffinés de ce qui peut exister. C'est-à-dire qu'un carburant de voiture est bien plus raffiné qu'un carburant de navire. Et donc, ça n'aide pas le sujet des émissions de CO2 et des autres pollutions. En termes de solutions, il y a plusieurs choses. L'idée, c'est de ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a plusieurs approches. Il y a une approche qui est de se dire on utilise des énergies qui n'éjectent pas de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on peut avoir des nouveaux carburants, ce qu'on appelle les énergies vertes ou les carburants verts. On va avoir deux types. Les biocarburants, c'est des carburants qui sont faits à partir de biomasse. Donc ça peut être des ressources agricoles, des déchets. Ces carburants-là, ils ont l'avantage de ne pas éjecter de CO2, ou en tout cas d'être neutres en carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Et le deuxième avantage, c'est des carburants qui, en termes de propriétés physiques et chimiques, sont assez proches des carburants qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que si on fait par exemple du biodiesel, ça a des caractéristiques assez proches du diesel actuel, et donc on peut les utiliser facilement et directement sur les navires actuels. Le souci, c'est que c'est des carburants qu'on va produire à partir de ressources agricoles ou de déchets, donc qu'ils soient des déchets d'habitation ou des déchets d'agriculture. Et donc on a une production qui est limitée. C'est-à-dire qu'éventuellement, la question pourrait se poser, est-ce qu'on fait un champ pour faire du blé pour nourrir les gens, ou est-ce qu'on fait un champ de ressources agricoles pour faire avancer les navires? Mais ce serait plus des déchets, ce serait juste on va produire exprès pour faire avancer les navires. Et donc là, c'est complètement contre-productif. C'est ça, en fait, il y a, sur les biocarburants actuellement produits, il y a ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle les biocarburants de première et deuxième génération, qui utilisent du coup des ressources agricoles ou des déchets, mais le sujet est le même. Et il y a des recherches qui sont en cours sur, peut-être vous avez entendu parler des biocarburants à partir d'algues. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les biocarburants de troisième génération. C'est l'idée de prendre des algues, par exemple, et de refaire le biocarburant de la même façon. Donc l'algue sert de biomasse. Ça a l'avantage de ne pas utiliser des ressources agricoles, en tout cas pas de terres agricoles pour faire des carburants. Donc il n'y a plus de sujet entre agriculture et production de carburant. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui est développé largement à l'échelle industrielle. Donc ce n'est pas une solution, en tout cas, disponible à court terme. Ça, c'est pour les biocarburants. Donc les biocarburants qui sont une des solutions dans les carburants qui n'émettent pas de CO2, mais qui ont l'avantage de C'est ça. ressembler un petit peu à ce qu'on connaît. Ouais. Il y avait un autre type de Ouais, comme ça. c'est ça. Les biocarburants, en fait, ils sont neutres en CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. La deuxième solution, c'est ce qu'on va appeler les électrocarburants. Un électrocarburant, c'est un carburant qu'on va produire à partir d'électricité. L'exemple qu'on a en tête, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, on va le produire par électrolyse de l'eau. Donc on prend la molécule d'eau, H2O, on met beaucoup d'énergie, ici de l'électricité, et on sépare l'oxygène du dihydrogène, H2, qu'on appelle plus communément hydrogène. Le souci, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. La seule énergie décarbonée dont on dispose facilement, c'est l'électricité. Et donc si on veut de l'hydrogène qui soit réellement un carburant vert, il faut que l'électricité produite et utilisée soit de l'électricité verte. Donc on rejoint un autre sujet qui est la transition de l'électricité vers des sources d'énergie renouvelables. Ça, c'est pour produire de l'hydrogène. L'hydrogène peut être utilisé comme carburant sur un navire. Donc il y a deux façons de le faire. Soit on le brûle dans un moteur comme un carburant classique, soit on utilise une autre technologie qu'on appelle la pile à combustible. Donc en fait, c'est une réaction chimique qui se fait entre l'hydrogène et un autre élément qui va être de l'air. Et en fait, on va créer un courant électrique. Et donc là, on va partir plutôt sur un moteur électrique par la suite pour propulser le navire. Mais grosso modo, l'hydrogène peut servir en tant que carburant. Le souci principal de l'hydrogène, c'est son stockage. C'est que pour stocker l'hydrogène, on ne peut pas le stocker sous forme gazeuse, puis ça prend énormément de place, ou alors il faudrait le comprimer, ce qui demande des taux de compression énormes. Donc on va chercher plutôt à le liquéfier, l'avoir sous forme liquide. Pour le garder sous forme liquide, il faut que l'hydrogène soit à moins 253 degrés. Donc ça demande beaucoup d'énergie à bord du navire, ça demande des sujets d'isolation énormes. En fait, c'est assez compliqué à stocker sur un navire. Donc l'idée, c'est de prendre cet hydrogène-là et de le retransformer derrière dans un autre carburant plus simple à stocker. Et donc là, il y a deux candidats, ce qu'on va appeler l'iméthanol donc pour l'électrométhanol et l'iammoniac pour l'électroammoniac. L'iméthanol, on prend l'hydrogène, on mélange ça, grosso modo, avec du CO2, ça fait du méthanol. Pour l'ammoniac, on prend l'hydrogène, on mélange ça avec de l'azote, ça fait de l'ammoniac. Ces deux carburants, du coup, qui sont électrocarburants, puisque produits à la base à partir d'électricité, permettent de ne pas avoir d'émissions sur l'ensemble du cycle de vie.
L'ammoniac n'a pas d'émissions puisqu'il n'y a pas de carbone dans l'ammoniac. Le méthanol, il y a des émissions de CO2, mais comme on a utilisé des CO2 pour le produire, grosso modo, à la fin, Ça s'équilibre. on est neutre. Ces deux carburants-là, c'est plus simple à stocker que l'hydrogène. Alors, c'est pas pour ça que c'est facile, c'est plus simple. Le souci principal, c'est que, comme je l'ai dit avant, les combustibles fossiles, c'est les combustibles les plus efficaces énergétiquement, c'est-à-dire que sur un volume donné, c'est ceux qui tiennent le plus d'énergie. Les carburants alternatifs, que ce soit hydrogène, ammoniac ou méthanol, ont une densité énergétique plus faible, que ce soit une densité en masse ou en volume. Et donc, pour une même quantité d'énergie, il nous faut plus de poids et plus de volume pour stocker ces carburants sur les navires. Plus de poids, plus de volume sur un navire, ça veut dire moins de cargaison, ça veut dire moins de rentabilité pour les navires, pour les armateurs. Ça veut dire que là, si on passerait au carburant, au e-carburant, Oui, e-carburant. e-carburant, on devrait en stocker plus pour finalement arriver à peu près au même point que là, ce qu'on a avec des énergies Oui. fossiles. Donc effectivement, ça a l'air pas rentable. Donc on peut comprendre que certains ne veulent pas forcément faire cette transition avec ça. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à C'est ça. ces solutions alternatives. Le sujet des électrocarburants, c'est même tous les carburants alternatifs, c'est vrai que les biocarburants aussi, c'est qu'en fait, c'est moins efficace que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est mieux d'un point de vue environnemental, bien évidemment, mais c'est moins efficace parce que les carburants fossiles ont une telle densité en termes de prix. À l'heure actuelle, tout le monde est basé sur les carburants fossiles, donc même en termes de prix, à l'heure actuelle, les carburants alternatifs ne sont pas concurrentiels, et même sur les projections qu'on imagine 2050-2100, potentiellement, ça sera un peu compliqué. Donc en fait, il y a un vrai sujet économique sur ce sujet-là. On a des nouveaux carburants qui, certes, émettent moins de CO2, mais ils sont plus chers, ils prennent plus de place sur les navires, et la production à l'heure actuelle n'est pas faite à grande échelle. Donc en fait, il n'y a quasiment rien à l'heure actuelle qui engagerait un armateur, qui inciterait un armateur à les utiliser. Là, on a parlé des biocarburants avec le problème de la biomasse, on a parlé des e-carburants avec le problème de l'hydrogène, de l'électricité, de la place que ça prend et de l'énergie que ça peut... Enfin, de la comparaison avec les énergies fossiles qui, pour l'instant, ne tient pas la route. Est-ce qu'on a encore une autre solution ou est-ce qu'on a fait le tour des solutions alternatives? Alors là, ça va être pour les solutions où on remplace un carburant par un autre carburant, en quelque sorte. Une idée qu'on peut avoir aussi, c'est d'utiliser une source d'énergie qui n'est pas un carburant, c'est l'électricité. Pour faire des électrocarburants, on prend l'électricité, on la transforme plein de fois pour arriver à un carburant. Pourquoi? Parce qu'on n'utilisera pas l'électricité directement. Ça permet de gagner de l'efficacité puisqu'on n'a pas plein de transformations. Et donc la solution, c'est de se dire, on fait des navires à batterie comme ce qu'on peut faire pour les voitures. Le gros souci sur les navires à batterie, c'est la densité énergétique des batteries, encore une fois. On est même là sur des ratios qui sont encore moins bons que pour les carburants. Et donc, pour avoir des navires à batterie, ça demande vraiment beaucoup de poids et de volume de batterie sur un navire. Et donc, on perd encore plus de cargaison. Donc, on a beaucoup plus de mal à le rendre rentable. Sur les batteries, ce qu'on imagine, c'est que pour les gros navires, ça semble très compliqué. Pour les petits navires, petits trajets, ça semble faisable. Il y a déjà des exemples de ferries, par exemple, qui fonctionnent 100% sur des batteries, puisque c'est des liaisons qui sont régulières. On connaît le trajet, on sait qu'on s'arrête régulièrement au port, et donc en fait, on a moins le souci de recharge. Oui, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. La flotte est tellement hétérogène que les solutions ne seront pas les mêmes pour tous les bateaux. Pour les petits bateaux, les batteries électriques semblent possibles. Pour les gros conteneurs, pour l'instant, c'est pas du tout envisageable. Ouais. Les gros conteneurs, ce serait quoi la solution qui pour l'instant, serait la moins pire? Alors, pour tout ce qui est gros navires, donc il y a les gros porte-conteneurs, mais pas que, il y a aussi les gros pétroliers, les gros fraquiers, on va plutôt être sur effectivement des biocarburants ou des électrocarburants. Alors moi, j'ai vu des projets d'énormes navires avec des voiles. Est-ce que Oui. ce serait possible? Alors, la voile, donc ce qu'on va appeler la propulsion vélique, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé à l'heure actuelle. Il faut savoir que le vélique, ça peut intervenir dans deux cas. Soit une propulsion 100% vélique, on n'a que des voiles sur un navire, pas de moteur, et le navire avance à la voile. Soit une assistance vélique. On met des voiles sur le navire, quand il y a du vent, les voiles aident, mais il y a toujours un moteur en secours en quelque sorte. La propulsion 100% vélique aujourd'hui existe, mais vraiment sur des cas assez particuliers de petits navires. On n'est même pas encore sur du transport de conteneurs à l'heure actuelle. On est sur du transport aussi qui est un peu de niche, c'est-à-dire qu'on va transporter des produits de forte valeur ajoutée, parce que le transport à la voile coûte plus cher que du transport avec du carburant fossile à l'heure actuelle. Donc le transport 100% vélique peut être une solution à l'heure actuelle. Il y a des prototypes, mais ce n'est pas quelque chose qui pourra en tout cas se démocratiser à l'échelle de toute la flotte, ça c'est sûr. Cependant, l'assistance vélique reste une vraie solution. Alors les porte-conteneurs, ce n'est pas forcément les navires les plus adaptés, puisque c'est les seuls navires en fait qui ont quelque chose au-dessus du pont. On a tous les conteneurs qui s'empilent au-dessus du pont du navire.
Donc si on veut mettre des voiles, soit on enlève des conteneurs, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Les navires qui peuvent s'adapter assez bien pour du Vélix, ça peut être les pétroliers ou les vraquiers, où en fait vous avez un pont plat. Toute la cargaison est dans la soute, et donc en fait le pont est plat, donc il y a éventuellement beaucoup de place pour mettre des voiles. Cependant, ces voiles ne permettront probablement pas de faire une propulsion 100% vélique, mais ça peut aider en assistance, c'est-à-dire qu'on a le moteur qui fonctionne en propulsion principale. Quand il y a du vent, le vélique aide, et donc le moteur fonctionne moins, et donc ça permet de en tout cas de consommer moins d'énergie au niveau du moteur, donc moins de carburant, et ça aide effectivement à la décarbonation. Donc on peut coupler comme ça plusieurs solutions pour créer quelque chose qui corresponde pile poil au modèle de navire dont on est en train de parler, et sachant qu'il y a plein de modèles de navires différents. Donc voilà, l'idée serait d'avoir toutes ces solutions qui évoluent en parallèle et après de faire un peu un patchwork pour que ce soit le plus optimal. Oui, c'est ça. Et en fait, le vrai sujet aussi qui est très important pour le transport maritime, on a une flotte très hétérogène avec plein de petits navires, mais on a aussi des solutions très hétérogènes. On a plein de solutions de partout, et on n'a pas une seule solution à appliquer à toute la flotte qui fonctionne. C'est-à-dire que pour décarboner chaque navire et la flotte de manière générale, il faudra forcément faire un mix entre de l'efficacité opérationnelle, de l'efficacité énergétique et des solutions d'énergie décarbonée. Sachant que même dans ces énergies décarbonées, ça peut être un mix entre vélique plus des carburants, on peut imaginer des panneaux solaires, pourquoi pas, pour produire de l'énergie à bord. Donc voilà, la grosse difficulté, c'est ça, les deux grosses difficultés sont là. Et on a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont faits dessus, mais on manque encore beaucoup de visibilité. On a beaucoup de technologies qui ne sont pas encore à un niveau de maturité industrielle. Et donc, en fait, vous demandez à un armateur, un armateur vous demande qu'est-ce que je dois installer comme technologie, vous ne savez pas trop lui répondre. Et c'est aussi là que mon travail de thèse est important, c'est essayer de comprendre ce qui peut arriver dans le futur, et donc d'essayer de garder un peu plus de visibilité sur ce qui peut arriver. Et je conseille d'ailleurs une ressource que vous m'avez envoyée et qui est très très complète, passionnante, un PDF accessible, la feuille de route de décarbonation de la filière maritime qui a été publiée en novembre 2024. Le lien sera bien sûr en description du podcast. On continue à parler des solutions de décarbonation du transport maritime juste après une petite pause musicale.
écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Nguyen Mulema du groupe Monsieur Mala. Et nous sommes de retour en plateau avec Arnaud Garnier, chercheur sur la décarbonation du transport maritime mondial. Une décarbonation qui ne peut pas se faire indépendamment des contraintes économiques, on en a déjà un petit peu parlé. Et c'est le sujet sur lequel s'est penché Valentin dans sa chronique. On l'écoute. Si le commerce maritime existe depuis des siècles, son expansion a été considérable ces dernières décennies. Depuis les années 70, le nombre de tonnes transportées par bateau a ainsi été multiplié par 4 pour atteindre 11 milliards de tonnes en 2023. Et aujourd'hui, c'est plus de 80% du volume du commerce international qui passe par la mer. C'est ce que nous indique l'Organisation mondiale du commerce. Si certains pays mettent en place des politiques protectionnistes ou relocalisent certaines productions sur leur territoire, comme on le voit avec les États-Unis dans l'actualité, le transport maritime devrait continuer à augmenter ces prochaines années. C'est ce qu'explique Rodica Loisel, enseignante-chercheuse à Nantes Université et au laboratoire d'économie et de management de Nantes, dans un dossier consacré à la décarbonation du transport maritime. Aujourd'hui, les navires de commerce qui sillonnent les mers du monde suivent des routes bien définies. Les produits manufacturés comme les appareils électroniques et les vêtements vont globalement d'est en ouest, de l'Asie vers l'Amérique ou de l'Asie vers l'Europe. Les hydrocarbures, comme le pétrole, partent surtout du Moyen-Orient à destination de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Asie orientale. Et puis, il y a aussi les produits agricoles qui vont plutôt du nord au sud, sans compter les minerais qui peuvent avoir plusieurs provenances, mais dont la Chine est le premier importateur mondial. Selon Rodica Loisel, les futures routes maritimes continueront à dépendre de la localisation des matières premières, des bassins agricoles ou des usines qui produisent nos biens de consommation à moindre prix. Qu'il soit décarboné ou non, le transport maritime suit des routes qui correspondent aux besoins des producteurs et des consommateurs. Et il a peu de concurrents face à lui, y compris sur Terre. Alors effectivement, pour acheminer des marchandises d'un continent à un autre, le bateau semble un moyen de transport indispensable, à moins qu'il existe d'autres solutions, Valentin ? Oui, Sophie, la Chine avait notamment l'ambition de créer des liaisons ferroviaires avec l'Europe dans le cadre de son projet de nouvelle route de la soie. L'objectif était de développer un mode de transport 2 fois plus rapide que le bateau et moins cher que l'avion, en plus d'être bien moins émetteur de CO2 que ce dernier. Problème, les tensions avec la Russie ont modifié les routes prévues et la traversée de nombreux pays provoque des difficultés douanières. Le projet est donc aujourd'hui fortement ralenti. Et alors qu'en est-il une fois que les marchandises arrivent en France ou en Europe ? Alors là, c'est le camion qui se taille la part du lion, puisque 77% du transport de marchandises en Europe passe par la route. Selon l'ADEME, le coût carbone du transport routier est en moyenne de 68 grammes de CO2 par tonne transportée et par kilomètre, soit entre 3 et 50 fois plus que le train, selon que celui-ci soit propulsé par un moteur diesel ou un moteur électrique. Des projets émergent cependant pour favoriser le transport bas carbone, éviter l'asphyxie dans certains pays où transitent les marchandises qui proviennent des grands ports maritimes. L'Union européenne a ainsi fixé un objectif pour 2050, reporter 50% du transport routier vers le fret ferroviaire ou les voies navigables. Autre moyen annoncé par l'Europe pour atteindre cette ambition, développer le transport maritime à courte distance et les fameuses autoroutes de la mer, pour améliorer les liaisons entre les États. Merci Valentin pour cette chronique et retour à l'interview avant de conclure cette émission avec 2 petites questions. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de ce secteur du transport maritime qui représente énormément de boulot, de travail pour les gens qui sont sur ces navires. Est-ce que les acteurs du secteur sont plutôt motivés par cette perspective de décarbonation ou est-ce qu'ils y vont à reculons, Arnaud Garnier ? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que typiquement au niveau de l'Organisation maritime internationale, la façon de prendre les décisions, c'est que l'OMI cherche à avoir des consensus. Et c'est-à-dire que la stratégie de viser zéro émission en 2050, c'est quelque chose qui a été accepté par les États membres. Et les États membres, c'est quasiment tous les États du monde, en tout cas tous les États qui ont au moins une façade maritime. Dans ces membres, il y a forcément des porte-paroles des compagnies maritimes. Et donc, il y a quand même une volonté de la part de l'ensemble de la filière d'aller vers ces objectifs, en tout cas d'accepter l'idée de ces objectifs-là. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est que, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, dans les navires qui sont actuellement en construction, tous ces navires-là ne fonctionnent pas sur le système actuel qui est carburant fossile, etc. Il y a des navires qui vont utiliser des technologies qu'on va appeler e-fuel ready, c'est-à-dire que c'est des technologies de moteurs qui, à l'heure actuelle, vont utiliser des carburants fossiles car c'est le moins cher, mais qui, dans l'avenir, peuvent utiliser des carburants alternatifs. Et donc, ça montre quand même qu'il y a une volonté de la part des armateurs de se projeter dans l'avenir. Il y a des projets de navires qui fonctionnent sur des nouveaux carburants. Je pense à Maersk, qui est un des premiers armateurs en termes de porte-conteneurs dans le monde, qui a sorti quelques navires au méthanol. Le méthanol qui est un carburant alternatif, qui n'est
pourtant pas l'un des carburants les moins chers à l'heure actuelle. Donc il y a quand même des choses qui montrent que le secteur a envie d'y aller. À l'heure actuelle, ça reste insuffisant, on l'a vu, puisque le rythme de décarbonation doit être extrêmement élevé pour atteindre les objectifs. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans le secteur. On a parlé de la voile, c'est quelque chose qui est très vrai en France, où il y a vraiment une émulation sur la voile, beaucoup de recherches, beaucoup de projets. Mais on voit de plus en plus de navires qui s'équipent de voiles année après année. Donc il y a quand même quelque chose, en tout cas une transition qui est en cours. Est-ce qu'elle est suffisante? Pas forcément, mais il y a une transition qui est en cours. Oui, il y a de quoi être optimiste, de se dire que les acteurs principaux du secteur sont prêts, ont envie d'y aller, sont à l'écoute, essayer de savoir quelles seront les solutions pour le futur. Et vous l'avez dit aussi, 2050, c'est demain. Alors vous êtes doctorant, vous êtes à fond dedans là depuis un an et demi, et votre thèse va encore continuer. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur le succès de cette entreprise de décarbonation d'ici 25 ans? Alors sur la décarbonation d'ici 25 ans, j'aurais plutôt tendance à dire pessimiste. Après, ce qui est ce qui est important à comprendre, c'est que si on n'atteint pas zéro émission en 2050, c'est pas un échec. C'est-à-dire qu'il faut regarder quel est l'objectif. L'objectif, c'est de réduire de 100% par rapport à 2008. Si en 2050, on a réduit de 50% par rapport à 2008, c'est déjà énorme. En fait, on aura déjà fait une grosse partie du chemin. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que à l'heure actuelle, le principal souci qui pourrait faire que la décarbonation n'a pas lieu, c'est l'inertie. On en a parlé, les navires construits à l'heure actuelle seront encore en service en 2050. Sauf que, imaginons qu'en 2040, tous les nouveaux navires construits sont 100% décarbonés. Et ben, ça veut dire qu'en 2040, on est capable de construire que des navires décarbonés, et donc c'est forcément bon pour le futur. Et d'ailleurs, c'est juste un sujet d'inertie de pouvoir construire, c'est peut-être 10 ans plus tard. Mais le vrai sujet, c'est de développer des technologies et de les rendre concurrentielles économiquement. Et une fois que ça, c'est fait, en quelque sorte, il suffit d'attendre et la transition va se faire un peu toute seule. Donc au-delà du chiffre de vraiment zéro émission nette en 2050, il y a quand même toute l'inertie de tout ce secteur à créer. Et pour l'instant, ça a l'air d'être sur la bonne voie. En tout cas, les intentions ont l'air d'être là. Le sujet, ça va être la vitesse à laquelle on décarbone, puisque effectivement, 2050, on parle de 2050 parce que c'est un peu les scénarios qui sont... comment dire, on parle de 2050, puisque 2050, 2100, c'est les dates un peu limites quand les scénarios climatiques sont donnés. C'est-à-dire qu'on vise un taux de réchauffement à 2050, un taux de réchauffement à 2100, et donc ça, c'est forcément lié à des émissions. Voilà pourquoi la date de 2050 est là. Le sujet, c'est qu'on doit s'en rapprocher le plus possible, et le vrai sujet qui est vrai dans toute la transition contre le changement climatique, c'est que chaque dixième de degré est important. On n'atteint pas 1,5, le prochain des objectifs, c'est pas 2 degrés, c'est 1,501 degrés. Et donc ça, c'est important d'avoir aussi ce chemin-là, de se dire que la démarche, elle a l'air d'être en route, et donc maintenant, il faut avancer. Si l'objectif n'est pas atteint, peut-être, mais au moins, les choses seront mises en place. On a toute une économie qui va se créer autour des électrocarburants, autour des voiles, autour de l'efficacité énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et donc en fait, si le chemin est lancé, derrière, c'est juste une question de temps. Super, merci beaucoup pour cette conclusion et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, Arnaud Garnier. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup à Arnaud Garnier, doctorant au laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique, le LHEEA de Centrale Nantes. Merci également à Valentin et à Étienne pour leur chronique. Cette émission a été réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez la retrouver sur vos applications de podcast et sur le labodesavoirs.fr. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle émission.